Bonjour, c'est aujourd'hui le traditionnel rendez-vous des esprits esseulés en quête de leur douce moitié, ou peut-être d'eux-mêmes, à voir. Il semble donc opportun de relater l'histoire et la vie amoureuse, tumultueuse, débridée et asexuelle des globs. Un globe, c'est quoi? Un globe, c'est ça. Alors, dans le monde coloré et enchanté des globes, chaque individu a des préoccupations saines et simples. Que font les globes? Contrairement à leurs confrères de la planète voisine, ils ne pompent pas. Non, monsieur, ils ne pompent pas. Mais alors que font-ils? Ils se reproduisent ad vitam aeternam. Mais les mécanismes de reproduction chez les globes ont atteint une sorte de perfection stylistique. En voici le principe de base. Contrairement à ce qui se passe dans notre monde, ce ne sont pas les parents qui font les enfants, mais l'inverse. Autre distinguo de taille, chaque globe n'a qu'un parent. C'est plus simple, pas de querelle, pas de divorce, pas d'hominicide ou de féminicide, que des suicides. Ah là, je vous vois venir. Les enfants choisissent leurs parents, mais c'est un rêve. On aurait tous voulu faire ça. Minute, minute, je précise. Les enfants choisissent leurs parents au hasard. Pas question de choisir le globe aux yeux bleus ou le globe avec de longs cils ou le globe le plus intelligent. Il n'y a pas d'eugénisme à l'envers. Notez bien que le jeune bébé globe, alors qu'il n'est pas encore né, a donc la capacité innée de choisir son parent au hasard dans la génération précédente. Évidemment, vu le caractère aléatoire de cette ascendance, il est possible que le même globe adulte, en génération N, et plusieurs rejetons en génération N+1. La reproduction chez les globes ne saute jamais de génération. Une fois que tous les bébés globes en génération N+1 ont choisi leurs parents, la religion des globes proscrit à ses parents de se reproduire à nouveau. Et donc, les jeunes globes grandissent, deviennent à leur tour adultes et sont, à leur tour, choisis par leurs enfants. Du point de vue métabolique, la reproduction fonctionne comme la photocopieuse de votre bureau. Elle reproduit chaque individu à l'identique. C'est fou ce que vous ressemblez à votre parent. Normal, il n'y a aucune différence. Sauf que parfois, la machine s'enraye et paf, le rejeton est une copie ratée du parent. Même si morphologiquement les globes ont une apparence plutôt simple et circulaire, comme vous le voyez, l'anomalie se voit. Et à force d'accumulation, on fait en fait, le faciès des globes évolue perpétuellement. Ça finit par être monstrueux. Elephant Man. Mais il faut le tout pour faire un monde. Hein. Gardons-nous de juger. D'une part, aucun de nous n'échappe à la tyrannie des ratages. D'autre part, les ratages fabriquent aussi des figures beaucoup plus jolies que des cercles. Encore que je me demande à quelle figure on pourrait octroyer ce titre. Bon, après cette longue introduction, essayons de passer au côté pratique et de nous représenter ce qui se passe dans ce monde étrange. Alors, pour la reproduction des globes, pour représenter cette reproduction, on peut développer un petit programme en R. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je définis simplement un nombre de globes, 4, un nombre de génération 6, une matrice 4 par 6, d'accord? Et ce que je vais faire, c'est que pour la génération 2 jusqu'à la génération 6, je vais tout simplement créer, échantillonner au hasard pour chacun des 4 globes leurs parents. C'est ce que je fais ici. Et alors après, je boucle, je fais une boucle sur tous les globes et je mets à jour la matrice des parents. Donc le parent en génération K du globe I, le petit bébé globe, c'est P de I. Allons-y, faisons tourner ça.
Alors, ça nous donne cette matrice. Vous voyez que les globes en première génération n'ont pas de parents, parce que ce sont les fondateurs de la population des globes. Et là, en génération 2, le globe 1, il a eu comme parent 3. Le globe 2, il a eu comme parent 1. Le globe 3, il a eu comme parent 2. Et le globe 4, il a eu comme parent 4. Bon, c'est bien, on peut le voir comme ça, on voit ce qui se passe, d'accord? Et on voit aussi que dans ce monde des globes, la population reste de taille constante. En tout cas, dans ce modèle le plus simple. Alors, on aimerait bien peut-être voir comment que ça se passe graphiquement. On peut le faire en combinant simplement la fonction de plot et la fonction de ligne, de R. Alors, voilà un exemple, hein, simplement pour vous montrer comment on trace une ligne dans R. Et maintenant, allons-y. Alors, je vais créer simplement une matrice, deux matrices pour les coordonnées en X et les coordonnées en Y de ma grille sur laquelle je vais représenter chaque globe. Donc, chaque globe va être un point de cette grille. Et tout simplement, je vais relier par une ligne le globe I et son parent, PI. D'accord? Voilà tout ce que je fais. C'est très simple. Le programme est très simple. Et voici ce que j'obtiens. Donc ici, vous voyez, en effet, cette petite population de globes, il y en avait 4 ici. Et donc, vous voyez ces lignes, hein, chaque segment trace l'ascendance du globe à la génération précédente. Alors, vous voyez que les globes se reproduisent, hein, ils se reproduisent. Et parfois, il y a des parents qui deviennent stériles, les pauvres n'ont pas été choisis. C'est simplement l'effet du hasard. D'accord? C'est pas parce qu'ils sont pas intelligents ou quoi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas une grosse poitrine ou parce qu'ils sont pas blonds avec des tresses. Non, c'est pas pour ça. C'est simplement que c'est le hasard qui fait qu'il y a un globe ici qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas été choisi pour parent. Et notez évidemment que chaque globe n'a qu'un parent. D'accord? Ça, c'est le monde des globes, hein, on ne peut pas y échapper. Bon, alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de la fonction logarithme. Parce que après, je vais en avoir besoin pour continuer la suite de cette histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction logarithme? La fonction logarithme, c'est une fonction qui possède une propriété très particulière que vous avez sans doute vue à un moment de votre existence, qui est que la fonction transforme un produit en une somme. Or, hein, cette fonction mystérieuse, d'accord, qui a été découverte par John Napier au XVIIe siècle, cette fonction mystérieuse, en fait, elle est très simple à comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette fonction log? Eh bien, cette fonction log, c'est simplement, elle est liée à l'hyperbole. L'hyperbole, si vous prenez un plan, vous représentez x sur l'axe des abscisses et y sur l'axe des ordonnées. Et ici, j'ai tracé une hyperbole, y égale 1 sur x. Bon, d'accord, c'est pas très beau, c'est parce que j'ai pas de tablette, donc j'écris bêtement avec mon doigt. Et évidemment, la précision laisse à désirer. Mais vous pouvez suivre mon raisonnement. Et regardez, c'est très simple. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer, d'accord, ce que je vais vous montrer d'abord, c'est la définition du logarithme. Qu'est-ce que c'est que la définition? Tout le monde comprend qu'est-ce que c'est que y égale 1 sur x. Si je prends x égale 1, y égale 1, x égale 2, y égale 1,5. D'accord? Donc, quand x est petit, y est très grand. Par exemple, x égale 1 dixième, y égale 10. Mais quand x est grand, y est petit, bien sûr. Et alors là, tous les points du graphe sont là-dessus. D'accord? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le comportement de cette courbe au voisinage de 1. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que le logarithme. Alors, le logarithme, c'est simplement la surface qu'il y a sous l'hyperbole, entre l'hyperbole et l'axe des abscisses, entre la droite qui passe par 1 et la droite qui passe par le nombre dont vous voulez prendre le logarithme. C'est tout. Donc, par exemple, log de 1 plus x, log de la valeur 1 plus x, c'est tout simplement
C'est simplement cette surface. Entre la droite verticale qui passe par 1, x égale 1, la droite verticale qui passe par 1 plus x, un petit peu à droite là, et on veut que on regarde juste la surface qui est sous la courbe de l'hyperbole. Donc vous voyez, c'est très simple, hein. Vous avez une courbe algébrique, l'hyperbole, et vous définissez une surface et vous obtenez une fonction qui a des propriétés fantastiques. Alors, je peux très bien vous démontrer cette formule. C'est très simple à démontrer à partir de la définition, à partir de l'hyperbole. D'accord? Je ferai ça dans un autre endroit, mais là, j'en ai même pas besoin. Je n'ai même pas besoin de vous montrer cette propriété. Parce que tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien que ça vaut log de 1 plus x. Si x est petit, combien que ça vaut? Alors, je vais vous montrer comment on trouve ça. C'est très simple. La pente de l'hyperbole, si vous prenez un papier quadrillé et vous tracez l'hyperbole, la pente de l'hyperbole au point 1 ici, donc ça c'est le point de coordonnées 1 et 1, puisque x égale 1, y égale 1. La pente de l'hyperbole c'est moins 1. C'est facile à voir, hein, il suffit de tracer la courbe et vous verrez que la pente est exactement moins 1. Alors là maintenant, regardez, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de suivre exactement l'hyperbole, je vais prendre simplement, je vais couper avec la droite là, la pente en 1 là, au point 1, et donc j'ai un petit trapèze. Hein. Et alors là, je me rappelle mon cours du cours, c'est quoi, élémentaire, cours élémentaire. Je me rappelle qu'on m'avait dit que la surface d'un trapèze de grande base, grand B, et de petite base, petit b, donc grand B, c'est la longueur de ce côté, petit b, c'est la longueur de ce côté, et h, c'est la hauteur. Mais vous voyez là que la hauteur, c'est x, puisqu'on est entre 1 et 1 plus x. J'ai mis ça sur le côté. Hein. J'ai simplement fait tourner ça de côté. Donc ça, vous voyez que petit b, alors grand B, c'est simplement 1, c'est cette base-là. Et comme la pente est 1 ici, moins 1 ici, et ben, quand on se déplace de x de ce côté-là, et ben, on note x ici. Donc petit b, c'est en fait, petit b, c'est 1 moins x. Et donc, vous voyez très bien, alors je vais vous l'écrire là, que si vous appliquez la formule magique, donc log de 1 plus x, par définition, c'est la surface. Alors, on l'écrit mathématiquement comme ça, mais vous n'avez pas besoin même de penser à ça. Hein. Voilà, c'est cette surface-là. Et surface de quoi? Surface sous l'hyperbole. Hein. Alors, on l'écrit mathématiquement, on l'écrit comme ça. Bon, d'accord, ça c'est un gros truc compliqué, mais comme je vous l'ai dit, c'est pratiquement la surface de ce trapèze. Donc la surface de ce trapèze, c'est h multiplié par b plus b divisé par 2. Et ça, h c'est x, et b plus b c'est 2 moins... c'est donc b plus b, c'est donc 1 plus 1 moins x. Ça veut dire 2 moins x. D'accord? Bon, et je divise par 2. Donc vous voyez que si je ne compte pas celui-là, là, parce que x est petit, 2x, 2x sur 2, c'est x, donc je vois que c'est x plus quelque chose de plus petit. C'est en fait x moins x au carré sur 2. D'accord? Mais ça, c'est tout petit par rapport à ça. Si je prends x égale 0,1, ça va être de l'ordre de 1 centième. Donc je néglige ça par rapport à ça. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré la chose suivante. J'ai montré que le logarithme de 1 plus x, c'est à peu près x. Ok, c'est bien. Ça veut dire que si vous voulez calculer le logarithme, par exemple, de 1,03, je vous donne un exemple. Hein. Vous n'avez pas de table de logarithme, vous voulez calculer log de 1,03, eh ben, c'est à peu près 0,03. Facile. D'accord? Bon, ok. Alors, on va faire quoi avec ça? Eh ben, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'abord comment fonctionne donc, la reproduction chez les globes. Hein, et je vais vous montrer ça avec quelques images. Alors, voilà une population typique. Hein, c'est une autre représentation. Vous avez vu comment je l'ai représenté. Il y a simplement plus de cercles, plus de globes ici. Et donc, vous voyez, ce qu'on fait ici, c'est qu'on regarde les ancêtres. On suit les ancêtres des individus, par exemple, en rouge. D'accord? Et vous voyez que ici, ce point en rouge là,
c'est un point qui couvre un groupe d'individus, un groupe de globes dans la dernière génération. En général, quand on fait cette représentation-là, on représente des individus au temps présent, une population au temps présent, contemporaine si vous voulez. Donc ça, ce sont les globes contemporains. Et le modèle dont je vous ai parlé choisit des parents, chaque globe choisit ses parents. Et donc, en fait, on remonte vers le passé, d'accord? Et on regarde les ancêtres communs d'un groupe de parents dans la génération contemporaine. Et c'est ça qu'on veut modéliser, d'accord? Alors, on est dans quoi là? On est dans les temps d'attente, hein. Et on est dans les temps d'attente aléatoires parce que le modèle est aléatoire. Donc, c'est ça qui fait la beauté du modèle, c'est que ce modèle de reproduction chez les globes, c'est qu'il est aléatoire. Alors, on parle donc, alors on peut donc penser que le modèle qu'on va devoir utiliser, c'est un modèle qui va être lié à des modèles de temps d'attente aléatoires. Alors, je vous donne des exemples de quantités qu'on pourrait modéliser comme des temps d'attente aléatoires. Combien de temps je dois attendre jusqu'à ma mort, jusqu'à ma naissance, jusqu'à l'apparition de mon premier cancer, jusqu'à l'obtention de mon diplôme de doctorat, jusqu'à l'obtention de mon permis de travail, de ma citoyenneté canadienne. Ou supposons que je suis un atome d'uranium 235, combien de temps dois-je attendre jusqu'à ma désintégration? Autre exemple, nous sommes des globes, hein, le club des 5 par exemple. Combien de temps devons-nous attendre avant d'atteindre notre plus proche ancêtre commun? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. D'accord? Alors, combien de temps nous faudra-t-il attendre en remontant le temps pour atteindre le parent commun qui couvre un groupe donné de globes dans la population présente? C'est ça le problème que je veux résoudre. D'accord? Alors, effectivement, voilà des exemples, hein. Et on remonte le temps et on compte le nombre de générations. Et là, dans ce modèle-là, évidemment, on compte des générations et ces générations sont des couches discrètes. On appelle ça un modèle discret. Alors évidemment, ces temps-là, on peut bien s'imaginer que les paramètres qui sont importants, c'est simplement la taille de l'échantillon, la taille du groupe de personnes dans la génération contemporaine que je vais vouloir tracer dans le passé, et évidemment la taille totale de la population. Donc on a en fait la taille grand N de toute la population, le nombre total de globes. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je crois. Et N, alors là, c'est un sous-ensemble donné, la taille d'un sous-ensemble donné de la population au temps 0. D'accord? Alors, quel est l'effet de la taille de la taille de la population? Plus la taille de la population est grande, hein, comme vous pouvez le voir, plus la taille de la population est grande, plus le dessin est large, hein. À gauche, on a une population large de globes et à droite, on a une petite population de globes. Eh bien, le temps qu'il faudra attendre, hein, pour arriver à un ancêtre commun est clairement lié à la taille de la population. Ici, on n'attend pas très longtemps parce qu'en fait, on a beaucoup plus de chances de récupérer des parents communs que quand on a une population plus grande. Les généticiens parlent de taille efficace de population. D'accord? Donc, à gauche, n est plus grand, on attend plus longtemps pour fusionner les deux globes contemporains et on les voit en bas en rouge, hein. On a ce globe-là, ce globe-là. On trace leur lignée, leur ascendance, jusqu'à ce qu'on arrive au ancêtre commun, il est là. On a dû attendre donc ce nombre de générations. Ça prend la hauteur que vous avez là. D'accord? Là, on a dû attendre un temps beaucoup plus court. D'accord. Alors, ce qui nous intéresse, c'est justement le calcul de ces temps d'attente. C'est un temps d'attente aléatoire et nous allons calculer sa distribution. Alors, pour calculer sa distribution, on va utiliser un truc. Le modèle des globes, en fait, il paraît simple, mais il est encore trop compliqué. Alors, on va essayer de le simplifier. Comment est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner, on va le regarder de loin. Ça, c'est une manœuvre typique à la Gromov. D'ailleurs, on ne sera pas surpris d'apprendre que Gromov va réapparaître plus tard dans l'histoire. Peut-être pas celle que je vais vous raconter, mais en tout cas,
effectivement, Gromov est là quelque part en aval. Et si vous ne savez pas qui est Mikhail Gromov, cherchez un peu, par exemple, dans votre moteur de recherche préféré. Bon, c'est facile, il n'y en a qu'un. Tapez Gromov plus géométrie plus 4, 0. OK. Donc, comment peut-on en fait calculer le temps aléatoire qu'il nous faut attendre jusqu'à rencontrer notre plus proche ancêtre commun? Ancêtre qui est appelé ici, temps d'attente qui est appelé ici TMRCA. Alors voilà comment on va faire. On va donc utiliser un processus qu'on pourrait appeler un processus de continuisation. On va d'abord étudier, les probabilités de coalescence et de fusion d'ancêtres sur le schéma discret, et puis on va passer à la limite, essentiellement. Quelle est la probabilité pour que deux globes, I et J, Charlie et Sébastien par exemple, en génération 1, ne partagent pas le même parent en génération 0? Remarquez que ici, je parle de ne partage pas le même parent. Des fois, quand on fait des calculs de probabilité, on est intéressé à jouer avec cette dimension de complémentarité. Ça peut être plus facile de calculer une probabilité que l'autre. Alors, c'est facile de calculer ça, parce que si la taille de population à chaque génération est n, notons qu'elle reste constante, cette taille de population dans ce modèle. Le premier globe a n choix pour son parent, il choisit son parent au hasard parmi n, et une fois que son parent est choisi, le deuxième globe doit éviter ce choix, il doit prendre un autre parent. Donc finalement, si on note psi, la fonction parent, la probabilité pour que le parent de i, psi de i, soit différent du parent de j, psi de j, c'est 1 moins 1 sur n, tout simplement. Hein. Parce qu'il nous faut éviter, on a n-1 choix pour le deuxième globe J, parce qu'il y a déjà un parent qui est pris, et on veut éviter de reprendre le même. Cette probabilité, bien sûr, vous voyez bien qu'elle est indépendante de I et J, soit le nom des jeunes globes. C'est un système qui est échangeable par renommage des jeunes globes. Généralisons. Quelle est la probabilité de ne pas fusionner vers le même parent après K générations? Donc là, on va s'intéresser à la même chose, mais on va en fait remonter encore en arrière pendant K générations et on veut savoir quelle est la probabilité d'éviter d'arriver au même parent pour ces deux jeunes globes après K générations. Alors ça, c'est très facile puisque le phénomène se répète à l'identique de manière indépendante. Donc on a simplement à multiplier cette probabilité par elle-même K fois. D'accord? Et donc, on a on a une invariance temporelle, finalement. Et donc, indépendance dans le temps. Et donc, le phénomène se répète de manière indépendante et on peut écrire tout simplement qu'on a ceci. D'accord? Donc, ça veut dire, alors là, attention, parce que j'ai utilisé psi puissance 15, qui veut dire psi de psi de psi de psi de psi. Hein. On itère la fonction parent. Par exemple, le grand-père du globe 3, c'est simplement psi carré de 3. Psi de 3. Parent de 3. OK. Alors maintenant, supposons qu'au lieu de prendre deux globes, on en prend L. Quelle est la probabilité qu'ils n'ont pas de parents communs en une génération? Ben, je choisis le premier globe du club et son parent. D'accord, ça, j'ai tous les choix possibles. Pour le deuxième, la probabilité de ne pas fusionner avec 1, c'est 1 moins 1 sur n. Pour le troisième, la probabilité de ne pas fusionner avec 1 et 2, c'est 1 moins 2 sur n. Il faut que j'évite deux parents, parce que je ne veux pas fusionner avec les deux autres, etc. Donc la réponse, c'est facilement ça. Ça, c'est la probabilité de ne pas fusionner en une génération quand on a un groupe de L. Pour le club des 5, L, c'est 5. Et donc, pour K génération, on reprend notre technique, on élève à la puissance K. Alors maintenant qu'on a cette probabilité, regardons-la dans les yeux et considérons que c'est une formule un peu compliquée. Imaginons que j'ai 75 générations et que ma taille de population soit 72 000. Comment est-ce que je ferais pour calculer ça? C'est quand même gros.
Alors, on va faire tout simplement un peu de calcul et on va approximer. C'est ce qu'on fait toujours en mathématiques quand on veut attaquer des problèmes concrets. Alors, évidemment, c'est un produit. On sait que le log transforme des produits en somme. Donc, forcément, si j'applique le log des deux côtés, ça sera plus simple. Je prends le log des deux côtés. Le log de P, c'est simplement noter P, cette probabilité d'éviter d'avoir un même parent en cas génération pour un groupe de L. OK? Alors, on prend le log des deux côtés. Au passage, on note simplement que si je fais le produit 1 A par 1 B par 1 C, alors si je développe ça, évidemment, c'est 1, parce que 1 par 1 par 1, ça fait 1. Et puis après, il y a tous les produits, moins A par 1, moins B par 1, moins C par 1. Donc finalement, je vois que la somme des termes apparaît. Et après, on a des carrés, et puis on a des cubes, et peut-être plus, même si on a plus de termes. Mais donc, au premier ordre, hein, si A B et C sont assez petits, en tout cas, au premier ordre, on fait une première simplification qui est que tout ça, c'est pratiquement égal à quelque chose de beaucoup plus simple, qui est juste une somme de deux termes. 1 et une différence de deux termes. 1 moins, et ça, c'est la somme de tous les termes de chacun des membres du produit. OK. Donc, au premier ordre, hein, qu'est-ce qu'on a? Hein? En utilisant cette simplification et en appliquant le log des deux côtés, on a que log de P égale K log. Évidemment, ce K en puissance devient K devant le log. Hein, ça, c'est la propriété du log. Et tout cet énorme produit-là, d'accord, en fait, ça simplifie énormément puisqu'on a 1 moins la somme de ce qu'il y a dedans. Donc, en fait, ce que je viens de démontrer, c'est que le log de P, c'est K log de 1 plus X avec X égale à ça, la somme moins somme de J égale 0 à N moins 1 de I sur N. Oh, pardon, de J sur N. OK? OK. Donc, et ça Gauss l'a démontré quand il avait probablement 5 ans, hein, ou 7 ans, je ne sais pas. Si vous l'écrivez dans un sens et vous l'écrivez dans l'autre sens et vous divisez par 2, eh ben, vous voyez que vous pouvez calculer ça exactement. Vous trouvez L fois L-1 sur 2N. OK. Donc, en résumé, j'ai calculé X et j'ai cette formule-là. Donc, on sait au plus. Maintenant, j'utilise le petit raisonnement que je vous ai montré avec le trapèze. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur le trapèze? Je vous ai dit que log de 1 plus x était pratiquement égal à x. Voilà. Ça, c'était un simple raisonnement sur un trapèze. D'accord? Donc maintenant, on en arrive à quoi? On en arrive à la conclusion suivante, qui est que le log de P est approximativement égal à moins K fois L fois L-1 sur 2N. Rappelons que L, c'est la taille du groupe d'individus, de l'échantillon, si vous voulez, qu'on prend dans la population de globes contemporaine, et que grand N, c'est la taille totale de la population des globes à chaque génération. Alors, on va maintenant mesurer, c'est là qu'on va faire un changement conceptuel, on va opérer un changement conceptuel, on va mesurer le temps en génération relativement à la taille de la population. On va poser que le temps t correspondant à k génération pour une population de taille n est k sur n. Voilà. Alors on est prêt, plutôt on est prêt de, ou on est prêt à faire une grommovisation. On va faire tendre k et n vers l'infini tout en gardant le rapport t constant. Ça correspond à une opération de zoom arrière. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'équation qu'on a là, on va simplement maintenant la réécrire avec ce temps, d'accord? Et en passant à la limite pour k et n tendant vers l'infini. Et donc, on obtient la chose suivante. On obtient que log de P, d'accord, est approximativement égal à quelque chose, nl-1 sur 2 moins nl-1 sur 2 fois t. Voilà. Et maintenant, on applique la fonction réciproque du log, c'est-à-dire l'exponentielle, pour obtenir P. Et donc, on obtient que P est égal à cette exponentielle. Ah ah! Alors maintenant, on va raisonner tout simplement en termes continus.
On en déduit que le temps aléatoire d'attente de l'événement de fusion, donc l'événement de fusion, ce qu'on appelle l'événement de fusion, c'est le temps qu'il faut pour ou un événement qui correspond à l'atteinte d'un ancêtre commun. Et évidemment, le temps de fusion, c'est un événement complémentaire du temps de non-fusion. Rappelons que ça, c'est la probabilité de non-fusion. Donc, une autre façon d'écrire ça, c'est tout simplement d'écrire que la probabilité pour que le temps de fusion soit inférieur à t, c'est 1 moins, je prends l'événement complémentaire, l'exponentielle de ça. D'accord? Avec lambda, ce paramètre lambda choisi comme ça, L-1 sur 2. OK? Or, cette distribution de probabilité, donc, là, on a une variable aléatoire continue, hein, un temps aléatoire, qui peut prendre n'importe quelle valeur réelle positive. Et on a donc la distribution de probabilité de cette variable aléatoire ici. On appelle ça la distribution cumulée, la fonction de distribution cumulée. Et la probabilité, la distribution qui possède cette fonction de distribution cumulée porte un nom, c'est la distribution exponentielle de paramètres lambda. Elle-même, cette distribution exponentielle est un cas particulier d'une famille de distribution qu'on appelle la famille gamma. Voilà, nous avons transformé un problème de généalogie à couche discrète en un problème où on considère des temps d'attente continus. OK? On est passé du discret au continu. Alors ça donne quoi ça, cette conceptualisation en continu? Ça donne des arbres où les nœuds sont créés par des temps d'attente aléatoires qui suivent une loi exponentielle, comme on vient de le dire. OK? Alors attention, les longueurs des branches sont aléatoires. Chaque fois qu'on joue le modèle, on tire comme un dé, on lance le dé, on obtient un nouvel arbre. Et les longueurs sont aléatoires. À chaque fois, on obtient un arbre avec des longueurs différentes. En voilà un. Hein, et vous voyez que ça représente effectivement un arbre de fusion. Et les longueurs des branches, alors je vous les montre. Hein, donc ces deux individus, ces deux globes, ont mis un temps qui correspond à la longueur de cette branche, à la hauteur, ici, qui est un temps aléatoire, tiré d'une loi exponentielle, comme je vous l'ai expliqué. D'accord? Et donc, une fois qu'ils ont mergé, OK, on prend cet ancêtre et on réapplique la même recette. D'accord? Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on construit cet objet, d'accord, qui est donc un modèle continu de phylogénie. Alors, pour mieux coller au monde des globes, il faut aussi qu'on ajoute l'effet des erreurs de photocopie, si vous vous rappelez mon introduction. Pour cela, on peut utiliser un processus de Poisson qui est lui-même une limite de la loi binomiale quand la probabilité de succès est très petite. Ça donne quoi? Ça donne un arbre aléatoire avec des épices aléatoires sur les branches. Chaque événement de Poisson marque une erreur de copie ou une mutation. Voilà un exemple. Et vous voyez là, la photocopie a fait une erreur. D'accord? Ce qui est marqué par un point rouge ici, d'accord? Qui est un événement, simplement un événement de mutation. C'est-à-dire que cet événement de mutation fait en sorte que le globe enfant, d'accord, est devenu différent du globe parent, de son globe parent. Et il y a une différence entre les deux. Le globe enfant n'est pas une réplique parfaite du globe parent. Évidemment, cette mutation va affecter la ressemblance génétique entre les globes. Alors, comment est-ce qu'on peut faire maintenant maintenant que je vous ai expliqué la théorie, comment est-ce qu'on peut faire pour programmer tout ça dans un ordinateur? Ben, c'est très simple. Hein. On va tout simplement on va tout simplement suivre la recette que je vous ai dit. On va prendre k allant de n à 2, si on prend n le nombre de générations.
On va tirer une loi exponentielle. On va choisir uniformément les couples de globes qui coalescent. Et après, si on veut, on peut rajouter les défauts de la photocopieuse ou les mutations. D'accord? Alors, je vais vous montrer la routine R qu'on peut écrire pour ça. La voilà. Donc, la routine s'appelle arbre K1. Elle prend ses paramètres. En fait, je n'utiliserai pas. Si, j'utilise bien tous ces paramètres, oui. Alors, je peux régler la valeur de la graine aléatoire ici, par un paramètre que je rentre là. La longueur, ce vecteur va stocker la longueur des branches. Ce vecteur va stocker le nombre de descendants de chaque nœud. Ce vecteur va stocker le numéro du nœud parent. Donc, par de i, c'est le numéro du nœud parent du nœud i. Donc, le globe i a pour parent le globe par i en génération précédente. On va créer un vecteur de nœuds actifs. Et les nœuds actifs, ce que j'appelle nœuds actifs, c'est simplement les nœuds dont on n'a encore pas déterminé dont le plus proche ancêtre, ou le plus proche parent. Donc, ces nœuds actifs constituent, si vous voulez, un front d'onde, et on va propager cette onde, et au fur et à mesure qu'on propage cette onde et qu'on calcule les ancêtres, hein, les parents, on désactive les nœuds dont on a déjà déterminé les parents. D'accord? Alors, on commence comme ça, donc on a n nœuds en bas dans la population de départ, dans le groupe de départ. D'accord? Et, donc, on va remonter de n à 2. Et donc, on calcule déjà notre temps de notre, le paramètre lambda de notre exponentielle, hein, exactement comme on l'a montré tout à l'heure. Vous vous rappelez, et à chaque étape, on a plus que i, un groupe de taille i à étudier. À chaque fois qu'on trouve un parent, un nouveau nœud, un nouveau parent de fusionner, d'accord, on va ôter tout simplement 1 à i. C'est ce qu'on fait ici quand on décroît la valeur de n à 2. D'accord? Donc ici, on a le paramètre de l'exponentielle. Ici, on utilise la fonction Rx pour générer un temps aléatoire t suivant une loi exponentielle de taux ti. D'accord? On rallonge la longueur des branches pour tous les nœuds sur le front d'onde. On choisit au hasard 2 nœuds, sample 2, parmi les nœuds actifs à fusionner. On les stocke dans co. D'accord? Si le flag, le paramètre debug est vrai, on va écrire qu'on est en train de coalescer ou de fusionner le globe CO1 et le globe CO2. Puis, une fois qu'on a décidé de fusionner le globe CO1 et CO2, on lui donne un nouveau nom, NN. Alors, NN, c'est simplement le nombre de nœuds qu'on a plus 1. Donc, on crée un nouveau nœud ici. Et le parent de ces deux petits gars, le globe CO1 et le globe CO2, les parents de ces deux petits gars, ça va être le globe NN. D'accord? Voilà. Donc, on le stocke ici. Et c'est un nœud interne de l'arbre. Notez que je parle de globe ici, mais c'est plutôt un globe continu, hein, puisque je suis en train de fabriquer un arbre à partir de longueurs de branches continues et aléatoires. Hein. Alors après, quand les nœuds ont été fusionnés, hein, on doit les désactiver. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Simplement, on prend les nœuds actifs et on enlève cette diff, c'est la différence entre deux ensembles. On enlève co, les deux nœuds qui sont dans co, de l'ensemble des nœuds actifs ici. Et donc, on a diminué la taille du nombre de nœuds actifs ici. D'accord? Alors, on a besoin maintenant de définir le parent du nouveau nœud qu'on vient de placer qu'on vient de créer sur le front. Hein.
Donc, le parent, c'est 0, on ne sait pas encore combien que c'est. La longueur, c'est 0 parce qu'on ne connaît pas encore la longueur de la branche. Et les descendants, on fait simplement passer le nombre de descendants, on cumule le nombre de descendants des fils sur la fonction descendant du nœud parent. Voilà, on rajoute le nœud NN au frondon d'ici et on met à jour le nouveau numéro de nœud pour le prochain nœud actif. En retour, on retourne tout simplement, on retourne chaque propriété, les descendants, la liste de parents, la liste des longueurs. Voilà, alors, OK, exécutons ça, exécutons OK, exécutons cette routine, très bien. Alors, qu'est-ce que ça donne si on la fait tourner? Voilà, ça donne ça. On a fusionné le nœud 3 et 2 au temps aléatoire, ceci, et on a fusionné les nœuds 1 et 4 au temps aléatoire, ceci. Ces valeurs-là changeront et ces valeurs-là changeront à chaque fois que je remets à jour à chaque fois que je vais tourner cette routine. Pour pouvoir répliquer le même arbre, j'utilise la même graine aléatoire. D'accord? Si j'utilise des graines si je n'utilisais pas ce paramètre, si je ne remettais pas ce paramètre euh, à, à une valeur donnée, j'obtiendrai des nombres aléatoires différents à chaque fois. En fait, on peut faire ça très rapidement. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire ça. Je vais dire que si ICID est différent de 0, alors on va le faire tourner. On va réinitialiser la graine aléatoire et le générateur de nombres aléatoires. Sinon, on ne le fait pas. Voilà, faisons ça. Comme ça me donne l'occasion, OK, de vous montrer ce qui se passe. Donc, je vais garder cette graine-là pour répliquer la même chose que j'ai fait avant. Mais supposons maintenant que je passe 0. D'accord? Alors là, à chaque fois, je vais faire un calcul différent. Je vous le montre. Donc ici, vous voyez, à chaque fois, je génère un autre arbre avec des fusions différentes, avec des longueurs différentes. Ce ne sont pas les mêmes qui sont. Alors évidemment, sur le plan c'est tout à fait acceptable, hein, et sur un plan prédictif, ça veut dire qu'on va devoir calculer des espérances, des variances, les moments, etc. Les propriétés de distribution. D'accord? Donc là, je vais revenir à mon paramètre ici, à la valeur de cette graine, pour répliquer exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure. OK? Qui n'a pas qui n'a pas de signification particulière, c'est juste un choix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Fusion, descendant, parents, etc. OK, là, on a les longueurs des branches. Que s'est-il passé? Ben voilà, je l'ai tracé. Je simplement tracé pour vous montrer. Donc, on dit 3 et 2 ont fusionné au temps 59. Regardez, 3 et 2 ont fusionné au temps 59. Ils ont créé un nouveau nœud actif 4. Au départ, 1, 2, 3 étaient actifs. D'accord? Puis 2 et 3 ont fusionné en 4. 4 est devenu actif. 2 et 3 ont été désactivés. Maintenant, le front, c'est 1 et 4. Et évidemment, c'est la seule possibilité, 1 et 4, et on a un temps, une fusion à ce temps-là. D'accord? Voilà, et donc là, c'est un exemple très simple. Et encore une fois, c'est un arbre aléatoire en continu. Vous ne voyez plus les générations discrètes. Donc finalement, ce qui est fantastique, c'est qu'on peut s'abstraire de chaque génération. Ce processus de continuisation, finalement, nous a mené à un modèle radicalement différent, hein. Même si l'esprit est le même, c'est que maintenant, on ne s'occupe plus que finalement des ancêtres communs directement. Donc c'est quand même vraiment un très beau modèle. Et là, pour comprendre ce que c'est que l'application parent, ben, le nœud 1 a pour parent nœud 5, comme vous voyez. Le nœud 2 a pour parent 4, le nœud 3 pour parent 4, etc. Donc c'est ça qu'on stocke dans les parents. D'accord? Alors, supposons maintenant qu'on veuille ajouter les erreurs de photocopie, parce que les pauvres petits globes, eh ben, de temps en temps, ils ont des problèmes de mutation. Donc, ajoutons les mutations par saupoudrage des branches. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris toutes les branches
et indépendamment, l'une après l'autre, j'ai utilisé le générateur aléatoire d'une loi de Poisson pour tirer une mutation sur la branche ou non, avec un paramètre de taux de mutation qui est θ et en utilisant la longueur de la branche divisée par 2. D'accord? Donc là, je peux faire ça et je vous pardon, juste excusez-moi. Donc, je reprends là. Si je regarde A, OK, donc on a bien OK. On devrait quand même arriver à faire tourner ça. Je l'ai fait tourner, ça ne devrait pas poser de problème. Oui. OK, donc voilà, voilà, ça c'est le nombre de mutations. Alors, il faut ajuster ce paramètre tout simplement, hein. On peut prendre moins, on peut prendre des paramètres plus petits, hein, encore plus petits. Les taux de mutation sont, en général, c'est faible et voilà, hein. On ajuste simplement le taux de mutation. Là, il y a un rapport d'échelle souhaitable et là, vous voyez que je saupoudre tout simplement et voilà, j'ai quelques mutations qui apparaissent sur les branches. Hein, on a 5 branches et chaque fois, vous voyez le nombre de mutations sur les branches. Alors, est-ce qu'on peut ajouter du réalisme dans ce modèle? Supposons que nous voulions représenter des filiations, pédigrés et généalogies d'organismes terrestres par un modèle similaire à celui des globes. Comment faudrait-il modifier ce modèle? Alors d'abord, il y a la question de la taille de population. On peut imaginer que la taille de population change avec le temps. Il n'est pas difficile de voir que certains modèles vont pouvoir se traiter analytiquement, par exemple en cas de décroissance exponentielle. On va obtenir une famille de modèles, des variantes du coalescent, et on peut poser des scénarios démographiques, par exemple en supputant l'existence d'un goulot d'étranglement démographique à une certaine époque dans le passé, ou en simulant une période d'expansion ou de contraction de la population. Cette chronologie démographique, une fois supposée, on obtient une forme de coalescence et des degrés de parenté entre génomes, et on peut donc alors après utiliser des tests statistiques pour comparer la vraisemblance de plusieurs scénarios. C'est ça l'idée. Alors, autre façon d'ajouter du réalisme, ce sont les recombinaisons. Le modèle des globes est un modèle qui ne regarde qu'une position du génome. C'est aussi un modèle haploïde où un seul gamète est utilisé pour la reproduction. C'est pas très difficile de créer un modèle diploïde où le zygote est formé par opposition de 2 gamètes. Par contre, quand on veut introduire la recombinaison entre chromosomes, parce que dans une méiose réelle, les chromosomes peuvent se recombiner, hein. Donc, il y a un échange de matériel génétique entre le chromosome paternel et le chromosome maternel qui crée un gamète qui est donc un mélange entre ces 2 chromosomes, un gamète qui est dit non parental. Et là, ça introduit une chose beaucoup plus délicate puisque ça détruit la structure d'arbre et donc le modèle du coalescent est abîmé, si on peut dire. Mais il peut quand même fonctionner. On verra quelques exemples plus bas. Enfin, ce qu'on peut aussi noter, c'est que le modèle des globes est un modèle neutraliste à la moto Kimura. Les mutations existent certes et génèrent de la diversité génétique qui est perdue par diffusion. Le modèle permet de prédire le bilan entre production et perte de diversité génétique. Mais en réalité, une partie au moins des mutations a un avantage ou un désavantage sélectif. Les mutations ne sont pas, le modèle neutraliste ne fonctionne pas, en tout cas pas parfaitement. Il est vrai que beaucoup de mutations sont sans doute sans impact, et ça on le sait bien. Mais évidemment, il existe des mutations qui ont des effets majeurs. Si une mutation d'un gène entraîne par exemple la perte d'une fonction métabolique, l'individu va perdre des points au niveau de sa survie ou de sa capacité de reproduction. En anglais, on appelle ça fitness. Et ça va diminuer ou annihiler sa contribution génétique à la prochaine génération. Ainsi fonctionne le mécanisme de sélection. Bon, sans rentrer dans les détails, car les modèles de sélection sont compliqués. Alors, est-ce qu'on peut introduire ce type de dynamique dans le modèle de coalescent? La réponse rapide, mais je ne vais pas vous expliquer exactement comment ça se fait, est oui. Et alors, je cite en référence à mon résumé de ce type de modèle par John Wakely, qui enseigne à Harvard. Une possibilité, c'est d'introduire la notion de balayage sélectif. On sait très bien que les mutations hautement favorables
vont se répandre par diffusion au bout d'un temps calculable dans une population panmictique. En fait, on peut partir du modèle des globes, ce que je vous ai expliqué plus haut, modèle aussi qu'on appelle aussi modèle Wright-Fisher, et introduire de la sélection. Alors les globes, les globes, leur culture est quand même assez intéressante. Dans la culture terrestre, on va dire que la Saint-Valentin pourrait par exemple être associée à une peinture comme celle de Courbet, Le déjeuner sur l'herbe. Alors, variante non féministe, variante originale, variante féministe, variante ce que vous voulez. Alors là, vous avez une variante absurde, Le déglubi sur l'herbe du globe Courbet. En fait, c'est une peinture qui est inspirée, comme vous l'avez sans doute deviné, du déjeuner sur l'herbe. Et à vous de juger si le sentiment laissé par cette peinture est le même pour une Saint-Valentin comparé au déjeuner sur l'herbe. Bon, alors un aveu, j'ai pris quelques libertés, j'ai caché à dessein d'où était tirée cette histoire, le temps est venu de réattribuer la paternité des idées à qui de droit. Alors, le modèle des globes a été inventé par Sewall Wright et Ronald Fisher dans les années 30. Il a été repris, réanalysé et continuisé par Kingman, qui en 1982 a introduit le coalescent. C'est ce que j'ai appelé la continualisation. Ce modèle continu de filiation rétrospective est devenu le petit chéri des phylogénéticiens et des spécialistes qui enquêtent sur l'évolution des espèces. J'hésite à parler de la théorie de l'évolution, hein, mais on peut quand même dire qu'il y a un paradigme de base, la théorie synthétique de l'évolution, dont les bases remontent à Darwin, et plein de détails techniques dont je ne peux hélas pas expliquer, que je ne peux pas expliquer dans cette courte vidéo. Dans les années 90, il y a eu des contributions majeures d'un généticien que j'aime bien, qui s'appelle R.R. Hudson, et il a introduit des variantes du coalescent dans lesquelles les recombinaisons sont permises. Alors, avec ces recombinaisons qui sont permises, l'arbre, la structure d'arbre est perdue. Vous voyez que la topologie, là, il y a des boucles. Donc, on introduit des structures réticulaires qui ne sont plus aussi faciles à manipuler. Mais on peut quand même encore, ça, tout ça, ce sont des dessins. Les dessins que je vais vous montrer sont tirés d'un article publié par Hudson en 90, où vous voyez effectivement l'effet de création de loop dû à une recombinaison. Alors, les choses deviennent bien plus compliquées avec la recombinaison, comme vous le voyez dans ces schémas. L'arbre de la vie, l'arbre des espèces, ressemble plus à une structure réticulaire extrêmement compliquée qu'un simple arbre de Kingman. Alors, on parle même de graphes de recombinaison ancestrale. Notez l'utilisation du mot graphe. Et encore, ce n'est que pour la partie gène, c'est-à-dire filiation des gènes. D'accord? Alors là, vous voyez des dessins dans tous les sens avec des arbres malgré tout et puis des flèches latérales qui nous montrent que ces branches ne sont pas indépendantes et qu'il y a peut-être des transferts latéraux ou des boucles. D'accord? Il y a encore d'autres phénomènes, notamment dans les bactéries ou dans certains organismes, avec effectivement des sauts horizontaux ou des transferts de matériel génétique horizontal dans ces structures. En fait, la difficulté quand on y pense, c'est que les généticiens essaient de raisonner à plusieurs échelles. Pour simplifier, supposons qu'on considère seulement deux paliers d'organisation, les gènes et les espèces. On doit alors essayer de concocter des modèles d'arbres imbriqués dans d'autres arbres. On parle d'arbres des gènes et d'arbres des espèces. Et il n'est pas clair qu'on ait forcément une structure hiérarchique. Ou par exemple, on pourrait considérer l'arbre de spéciation comme un arbre avec de grosses branches tubulaires à l'intérieur desquelles circulerait une ramification, une arborescence à une échelle plus fine, en représentant par exemple l'évolution des gènes. En voilà un exemple. Donc, vous voyez, ces gros tubes-là seraient, si vous voulez, la structure arborescente représentant le mécanisme de fusion et de phylogénie des espèces, donc un palier d'organisation. Et vous voyez qu'à l'intérieur de ces tubes circulent des câbles ou une ramification à un niveau plus fin qui représenterait la généalogie, si vous voulez, des gènes. Avec occasionnellement, et encore une fois, soit des transferts latéraux, hein, des transferts de matériel génétique latéraux ou des modifications latérales
Et ça, c'est encore un exemple très simple par rapport à la réalité. Donc on voit que ces structures doivent incorporer des cycles fermés, des transferts de gènes latéraux, hein, on a plusieurs images comme ça. Et je vais vous laisser sur, en fait, ces quelques schémas-là et vous finir pour une touche, plus concrète et vous montrer que tout cela n'est pas que des mathématiques. Regardons, par exemple, l'arbre généalogique, ou l'arbre phylogénétique des poissons téléostes. Alors ça donne quelque chose comme ça et là, vous voyez que vous avez, plusieurs, on va dire, niveaux de taxonomie, hein. Et vous avez notamment les salamoniformes, les siluriformes, les cypriniformes, et cetera. Donc, des anguilles peut-être ici, les salmonidés, par là, et cetera. Alors la chose que la chose sur laquelle j'attire votre attention, ou l'aspect de ce graphe sur lequel j'attire votre attention, ce sont d'une part, c'est d'une part le type de graphe que vous voyez, un arbre, d'accord? Vous voyez que cet arbre est partiellement éclairé. C'est comme si on avait passé un coup de projecteur dans la partie haute de l'arbre. En bas, là, on voit des batraciens ou d'autres espèces qui n'ont rien à voir avec celle-ci, hein. Mais elles sont quand même, enfin rien à voir, elles sont quand même, il y a des branches latérales. Au bout du compte, il y a quand même un ancêtre commun ou des ancêtres communs. Ça, c'est encore une autre question. Y a-t-il un ancêtre commun à tous? Qui sait? Personne ne le sait évidemment. Mais une chose intéressante, ce sont les points orange là. Or, ces points orange, ce sont des événements très intéressants. Ce sont des événements majeurs pour l'évolution de cette famille d'animaux et ils correspondent à un doublement complet du génome, en anglais whole genome doubling. Et ça, c'est une des armes utilisées par la dynamique évolutive pour inventer des espèces encore plus diverses. Et c'est ainsi qu'on va voir apparaître, par exemple, des espèces polyploïdes et ça, c'est donc en fait un aspect très intéressant de l'évolution. Mais vous voyez la distance entre, vous voyez, ces doublements du génome peuvent être considérés, si vous voulez, comme une mutation majeure. Alors on pourrait imaginer qu'on les modélise comme un processus de poisson, hein, comme on a fait plus haut. Mais là, il ne s'agit pas d'un simple allèle, il s'agit d'une transformation majeure, une mutation majeure, hein. Et c'est une mutation qui est, quand on y pense bien, qui apparaît à des moments aléatoires, mais qui conduit à un doublement. Donc, c'est une mutation très particulière. Au lieu de choisir une valeur, disons, dans un continu quelconque, on double le génome. Donc, on prend G et on le remplace G par G plus G. Donc évidemment, ça implique qu'il y a une réplication du matériel génétique et ce matériel génétique va être réutilisé. La reproduction dans les polyploïdes, c'est quelque chose de très intéressant que j'ai étudié un peu dans le passé, notamment dans les roses et dans les cultivars de certaines plantes polyploïdes, pommes de terre, fraises, roses, choux-fleurs, etc. En tout cas, je vous laisse méditer cette idée, donc, et aussi ce que la notion d'échelle pourrait bien signifier en phylogénétique. Alors, j'avais préparé une conclusion un petit peu goofy cette, pour cette activité, mais je vais m'en passer vu que la fin de cette lecture avait un caractère plus sérieux. Donc j'espère que cette lecture vous a intéressé et je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin.